Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour ce 3e épisode de l'Espace Détente. Espace Détente, c'est la nouvelle émission qu'on a sortie sur Restez Connectés et on a une équipe du tonnerre avec vous. Salut tout le monde. Et il y a une super équipe avec vous, avec nous, avec tout le monde. Avec tout le monde, on bien est là, entendu. on est là. On y va. Cool. C'est cool de vous retrouver les copains. En tout cas, c'est une petite routine qu'on est en train de mettre en place. On se retrouve pour cette émission, c'est top. Et c'est pour ça qu'il faut, on va le dire tout de suite. Moi, je le dis, il faut s'abonner à Rester Connecté. On y va. On like l'émission. Comme ça, on est sûr que vous ratez rien. Faut y aller à mort. Et bien sûr, et en plus de ça, on fait ça bien d'ailleurs, puisque au moment de la publication de cette émission, on la met en première, ce qui nous permet de vous retrouver un petit peu dans le chat. On s'arrange pour être un peu tous là sur le chat et échanger avec vous sur le contenu de ce qu'on va dire un petit peu ce soir. Et je vais quand même commencer par saluer mes camarades. Donc salut Jason. Salut Mathieu, ça va? Et toi? Ouais, ça va très bien. Bon, impeccable. Jason, ce soir, on va parler d'audio avec toi, puisqu'on va parler du Jabra 85H. Oui, c'est ça. Bon, très bon casque. Super, oui. Spoil pas tout, parce qu'il va falloir qu'on en discute un petit peu quand même. Et juste en dessous, je retrouve mon compatriote David Noguera. Comment salut? Ça va? Bondi, tout ça, tout. On sait qu'on a une petite communauté derrière nous. Donc, écoute-moi, comme tu peux l'entendre, je suis au taquet. Je suis à fond. Là. On a la troisième émission, c'est impeccable. Ça, voilà. Il faut que ça réagisse, c'est cool. C'est bien. Écoute, en tout cas, c'est top. Et puis, d'ailleurs, David, que vous pouvez retrouver sur Frandroid, Clubic, puisqu'il fait des articles là-bas. Et d'ailleurs, tu as fait une vidéo sur Frandroid, ta première chez Frandroid, non? Non, c'était pas la première vidéo, mais ouais, j'avais pu faire une petite vidéo de récap. C'est vrai qu'en plus, conditions sanitaires obligent, faut être un peu tous à distance et eux sont sur place, mais effectivement, je suis allé à la rédac faire une petite vidéo, donc c'est cool. Voilà. Ils sont très agréables à bosser aussi, donc voilà. Oui, ouais, ils sont très sympas. On salue toute l'équipe de Frandroid qu'on connaît bien. Et en plus de ça, tu as ta chaîne YouTube, David Noguera, sur laquelle aussi il faut s'abonner. Il faut tout à fait. Allez. Je vais mettre le petit lien pendant que les gens nous regardent, je vais mettre un petit lien. C'est magique. Franchement, la première, c'est cool. En tout cas, c'est très très cool. D'ailleurs, tu es un petit peu en train de te remettre un petit peu du CES, toutes ces annonces et tous ces lives où tu as pété des records. On va péter des records, soyons. Ouais, faut le dire modestement quand même. Mais c'était plutôt sympa. C'était très très cool. J'étais très content d'avoir effectivement des gens connectés comme ça qui en plus visiblement me redemandent d'autres lives. Donc comme je suis un peu un produit du live, ça me fait super plaisir et donc c'est très cool. Je suis ravi de pouvoir en refaire. Je suis ravi aussi de le faire aussi ici d'une autre manière, mais je sais qu'on va y aller et puis après on va faire plein d'autres choses encore. C'est pas fini. Très clairement. C'est que le début. En tout cas, tu peux en témoigner. Moi, je fais partie de ton audience. Je passe souvent discuter. Tout à fait. Merci encore. Merci à tous ceux qui sont ici et qui passent nous voir aussi. On a des communautés parallèles. C'est cool. Voilà, ceux qui font les croisés, comme on dit. Exact. Et on va aussi saluer Guillaume. Salut Guillaume, le roi de la pop culture. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Très content de vous retrouver régulièrement le soir dans cette période si compliquée. Donc, le couvre-feu est beaucoup plus agréable avec vous. Et encore, tu dis, au moment où on enregistre, là, c'est couvre-feu. Mais si ça se trouve, quand vous regarderez, ça sera confiné. Confinement, Parce qu'au moment où on se parle et où on enregistre, c'est encore le gros doute. Mais bon, voilà. Tout à fait, on verra bien. En tout cas. Ouais. Bon, en tout cas, on espère que les choses se passeront bien pour le mieux, quoi qu'il arrive. Guillaume, toi, on peut te retrouver sur ton Twitter. Je sais que tu y tiens beaucoup. The World of Twinsen. Voilà, ceux qui ont la ref comprendront que c'est magnifique. Ce pseudo est très, très bien choisi. Et on peut te retrouver aussi sur ton blog grenassia.com et sur ID-Books aussi. Oui, tout à fait. Tu produis quelques papiers là-bas. Oui, ça m'arrive. Voilà. Je vous propose, les gars, sans plus tarder. Ouais, pardon, vas-y, tu voulais dire un truc. Non, du tout. Ah, pardon, excuse-moi, Guillaume. J'aimerais juste savoir s'il y a des gens qui ont bien pensé à regarder la course de fromage et le saut de grenouille la semaine dernière, il y a quelques jours. Voilà. Donc, si c'est toujours pas le cas, regardez l'émission numéro 2 et vous allez adorer. Comme David.
Je vais pas te mentir, moi j'ai quand même suivi un commentaire qui nous avait été fait pendant le chat de l'émission précédente. J'étais en train de regarder le Survivre à la mort de Netflix qui parle justement des EMI. Tout ça, c'est un sujet qui m'intéresse, qui attise ma curiosité. Donc voilà. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça ce soir. Ce soir, on est là pour parler, donc on l'a dit, d'un casque, celui de Jabra, le 85H. On va en profiter aussi pour cuisiner l'équipe, voir un petit peu ce que chacun utilise au jour le jour. On va ensuite enchaîner avec Guillaume et justement, on va parler de Collector's Quest, donc du coup, de jeux vidéo, de rétro gaming. Je le dis un peu comme ça. Je vous laisse un petit peu monter le sujet. Je vous tease un petit peu. Et on va finir également par David qui, lui, va nous parler de vidéoprojecteurs ultra courte focale. C'est pas simple. C'est ça. C'est ça, le Samsung LSP7. 7. Voilà. Ouais. Les références avec Samsung, c'est une horreur. C'est ça. Et encore, je n'ai pas dit que c'est the première LSP7. Bien entendu, cette émission ne pourrait pas se faire dans les meilleures conditions possibles sans notre sponsor préféré, Macoq, qui nous permet d'avoir un StreamYard de full qualité. Donc ça, c'est plutôt cool. Merci d'ailleurs à Macoq. Macoq, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien c'est ça. Un accident, c'est si vite arrivé. Alors pour protéger tes produits high-tech, Macoq est là pour te proposer des coques de protection de qualité et en plus très stylées, au prix les plus bas. Alors n'hésite pas, si tu veux protéger ton smartphone, tes AirPods, ta console ou t'équiper en accessoires, passe nous voir sur macoq.com. Et donc sans plus tarder, Jason, on va parler de son avec toi. Alors Jason, on va pas se cacher, ce Jabra 85H, tu l'as depuis un bon petit moment, donc dis-nous tout. Je pense que maintenant, tu as un bon recul nécessaire, tu es vraiment dans les spécificités de la chaîne avec les tests longue durée là. Oui, tout à fait Mathieu, c'est l'occasion, du coup, avec les soldes, de parler d'un petit casque que j'ai pu bien tester en long et en large, comme on peut dire, qui est donc le Jabra Elite 85H, qui est donc le casque haut de gamme de chez Jabra, qui est une marque européenne. Et donc, ce casque-là est un casque que j'ai plutôt bien aimé. Déjà, premièrement, pour son design. Il te rend encore plus beau, Jason. Ah ouais, il me rend plus beau, voilà, très beau. Là, il sublime ma beauté, tu vois. On fait presque concurrence à Brandon le Proctor. Je lui fais une petite bise, mais là, il y a bagarre là. Mais en tout cas, ouais, ce casque, moi j'aime bien ce casque en termes de design. Il est vraiment très citadin, mais il se démarque par rapport à un Bose ou à un Sony via ces petites touches au niveau des textures, au niveau du textile, sur vêtements textiles, qui lui donne une petite patte qui te permet donc de sortir du lot. Par contre, là, comme on peut voir sur la petite vidéo, malheureusement, il y a certaines finitions qui pêchent un peu. Là, comme on a pu voir, il y a un petit peu de peinture qui a écaillé. C'est un peu dommage, surtout que le modèle que j'ai eu était un modèle qui était neuf. Donc, sinon, au niveau des caractéristiques, donc c'est un casque sans fil Bluetooth 5.0 avec des oreillettes qui vont pas s'appuyer au niveau des oreilles, mais autour des oreilles. Donc ça, c'est pratique et c'est vachement bien pour les gens comme moi qui ont des lunettes. Ça va pas appuyer sur vos oreilles, ça va pas après appuyer sur les lunettes. Donc ça, c'est vachement bien. Vous pouvez porter le casque pendant des heures, même toute une journée, et vous aurez pas mal avec. Et surtout, la particularité de ce casque-là, c'est qu'il a une réduction de bruit actif, qui est vraiment la techno qu'on retrouve de plus en plus dans les casques nomades et qui est présent même dans les casques haut de gamme, qui est un incontournable au niveau des casques haut de gamme. Donc, ouais, tout à fait. Ouais, donc à l'utilisation, l'utilisation est très simple du casque. Donc vous l'appareillez à un appareil, voire même vous pouvez l'appareiller à plusieurs appareils, puisque on peut switcher d'appareil très rapidement et de manière fluide, sans souci. Il n'y a pas besoin de faire de réglage une fois que c'est appareillé. Donc là, comme on peut voir ici, j'ai switché de ma surface à mon téléphone, donc le switch se fait de manière transparente, donc ça c'est cool. Et à l'utilisation, donc vous pouvez donc contrôler le casque, bien entendu, avec le téléphone, mais vous avez également des commandes au niveau du casque. Il y a différents boutons qui sont physiques, donc vous pouvez contrôler le volume, régler le volume en augmentant, en diminuant grâce au bouton, lancer la musique. C'est un appui ou c'est tactile?
C'est un appui, c'est pas des boutons tactiles, c'est des boutons physiques. Ok. Non, mais il y en a qui n'aiment pas le tactile, donc c'est bien de le savoir. Ouais, c'est bien de le savoir. Moi, je suis pas trop fan du tactile, et justement, grâce à ça, tu peux contrôler ta musique les yeux fermés grâce aux boutons qui ressortent et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis surtout, il n'y a pas de problème quand tu portes des gants là en hiver notamment. T'as plus de problème de conductivité potentiellement qui fait que ça pose problème avec les boutons sensitifs parfois, quoi. Ouais, c'est ça. C'est de ce côté-là. Du coup, ça, c'est un bon point. Moi, j'aime bien et j'ai l'impression que dans l'équipe, vous aimez bien ça. Et donc, on peut piloter au niveau des commandes physiques. Et sinon, comme on a pu voir. Il y avait un bouton. Justement, comme on a pu voir, si la régie peut aller un petit peu en arrière, revenir un peu avant plutôt. En arrière, ouais, en arrière. Du coup, il y a des petits boutons aussi, autres boutons, dont un bouton avec un micro qui, comme on peut voir, en fait, va activer les micros du casque. Donc, ça va servir pour la réduction de bruit actif, donc pour réduire le bruit ambiant, ne plus entendre les bruits ambiants, mais également pour les activer pour pouvoir entendre justement le bruit ambiant. C'est la fonctionnalité Hear Through, donc ne pas être enfermé dans une bulle audio, mais vraiment être conscient de son environnement, ce qui est pratique par exemple quand on est dans la rue, qu'on veut entendre les voitures, la circulation passer, éviter de se faire écraser. Voilà, ça c'est plutôt bien ce côté-là. Et on peut aussi l'utiliser ce bouton-là, si je ne me trompe pas, pour lancer les assistants vocaux. Donc il est compatible Siri, Alexa et bien entendu Google. Donc ce côté-là, c'est bien. Le casque est compatible avec tous les assistants vocaux qui sont disponibles sur le marché. Et donc ça, c'est au niveau des points de ce côté-là. Et au niveau des autres points positifs que j'ai appréciés sur ce casque-là, c'est le niveau de la qualité sonore. Moi, j'ai plutôt bien aimé la restitution sonore de ce casque-là. J'ai trouvé qu'il était assez équilibré. Les basses sont présentes et les médiums aussi. Bon, en Bluetooth, par contre, je pense que certains vont un peu respecter par rapport aux aigus qui pourraient un peu manquer, qui est un peu brouillon. Certains le trouvent un peu brouillon. Moi, pour le style de musique que j'écoute, moi, ça va, ça allait de ce côté-là. Bien entendu, on peut aussi utiliser le casque en filaire. Il y a un câble jack qui est fourni avec le casque. Donc, si vous voulez, vous pouvez le brancher en filaire et vous aurez une meilleure restitution sonore. Par contre, malheureusement, il faut que le casque soit chargé pour pouvoir profiter en filaire. Même s'il est déchargé, vous ne pourrez pas, malheureusement, pas pouvoir écouter avec le casque. C'est un petit mauvais point de ce côté-là. Et sinon, autre point négatif pour ce casque-là, c'est au niveau du débit audio en Bluetooth. C'est du Bluetooth 5.0, mais malheureusement, le codec audio Bluetooth utilisé, c'est du SBC. C'est pas de la PTX ou de la PTX HD. Donc voilà, il faut être au courant si vous êtes les plus mélomanes. Pour les plus mélomanes, voilà, c'est pas forcément le casque qu'il vous faut, sachant que dans cette gamme de prix, ce casque qui est vendu de base à 250 €, lui, il va se trouver en concurrence face au Bose QC35 et le Sony XM3. MIDI XM3. Ouais, merci. Et il n'y a que celui-là de Sony, justement, qui, lui, est compatible avec les codecs Bluetooth haut débit, donc aptX et LDAC. Donc, de ce côté-là, voilà, il n'y a que l'alternative Sonic si vous êtes vraiment en mode puriste du son. Moi, ce qui était pour mon utilisation, moi, j'écoutais du son en streaming. Donc, moi, pour mon usage, ce casque m'allait très bien. Et pour finir avec les autres points positifs de ce casque-là, j'ai bien aimé aussi la recharge du casque qui est assez rapide. En 2h30, on le recharge complètement et on a une autonomie de 35 heures, ce qui est vachement bien. Vous pouvez donc utiliser le casque toute une semaine tranquillement pendant vos voyages, pendant les transports en commun. Voilà, vous n'avez pas de souci de ce côté-là. Et si vous êtes en rate de batterie, si vous rechargez que 15 minutes le casque, vous gagnez 2h30 d'autonomie. Donc, c'est pas 2h30, même 5 heures d'autonomie, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, de ce côté-là, Jabra a fait du bon boulot. Ok. Bah, écoute, cool. Pas mal. On a vu d'ailleurs aussi qu'il était USB-C, ce qui est pas mal. Hein. Il y en a qui ont encore cette petite faute de goût de mettre du micro USB, même s'ils se font de plus en plus rares. Mais du coup, c'est plutôt bien. Voilà. Et donc, je suis un peu surpris là pour l'histoire du jack, que tu puisses pas l'utiliser, parce qu'en général, c'est souvent le jack est là pour pallier à ce qu'on n'a plus de batterie, de pouvoir continuer à écouter en filaire. Donc là, si le casque il est à 0, c'est mort. Ouais, du coup là, c'est mort. Donc, pas pour c'est un peu. Est-ce qu'on peut faire une aparté tarifaire peut-être? Oui, en termes de prix, du coup là le casque il est disponible à 200 € à l'heure actuelle, donc c'est plutôt un bon prix je trouve pour un casque haut de gamme qui est
remplit pas mal d'attentes. Voilà, on a quand même un casque avec une réduction de bruit qui est plutôt de bonne qualité. Hein. Ça, j'ai oublié de dire. C'est un produit qui a été globalement bien accueilli par la presse, par les testeurs et tout. Je suis en train de regarder. C'est un produit effectivement. T'as du goût, Jason. Voilà. Et il y a juste on va le dire quand même, c'est Jabra qui nous l'a envoyé le casque. C'est Jabra qui nous l'a envoyé pour le tester. Donc du coup, j'ai pu faire un long test et voilà, j'ai pu faire un retour dessus. Et franchement, c'est un bon produit, une valeur sûre si vous cherchez un casque Bluetooth avec réduction de bruit actif. Voilà, vous avez une valeur sûre qui coûte moins cher que le Bose et le Sony. Ouais, moi, je trouve le design assez sympa. C'est peut-être un peu osé le tissu. J'aurais peur que ce soit un peu salissant. Pas simple à nettoyer aussi facilement qu'une matière un peu plastique, entre guillemets. Mais j'ai le même en noir, moi. En noir, ouais. Il y a différents coloris. Il y a le noir, donc le blanc que j'ai. On va juste en profiter. Vas-y, Guillaume, montre-nous un petit peu le noir, comme ça on en profite. Tac. Yes. Ok. Et pour revenir à ce que tu as dit, le blanc est un peu salissant à la longue, mais tu peux le nettoyer facilement. J'ai nettoyé, j'ai passé un coup d'éponge avec du savon et c'est parti. Ouais. Donc, voilà. En tout cas, c'est un joli produit. Hein. Ouais. Bon, moi, j'ai pas celui-là, moi. Donc du coup, tu voulais nous en parler. Toi, qu'est-ce que tu utilises, David? Moi, j'utilise un autre qu'on a cité qui est le Milix M3, qui est pareil depuis quand il est sorti, très peu de temps après en fait, et pareil, bien encensé par la critique. Et donc j'ai eu ce casque-là et c'est vrai que c'est une bête, quoi, c'est une tuerie. Je m'en sers pas mal même en filaire pour faire du montage. Et puis alors après, quand on avait encore l'occasion de voyager, l'avion, le train, les transports en commun, tout ça, c'est vraiment c'est un régal parce que c'est des technologies de réduction de bruit qui sont pas trop prenantes. C'est assez confort. C'est des casques qui sont ultra complets. Plus il y a des mises à jour. Enfin, j'avais très très brièvement, parce que je vais pas tenir le crachoir, mais j'avais pu tester la techno Sony 360 Reality Sound ou Reality Audio. Sur des versions de pré-prod et c'était assez impressionnant. Alors, j'ai pas acheté de musique depuis en 360 parce qu'il faut avoir des diffuseurs un peu spéciaux. Il y en a notamment, je crois, maintenant en streaming. Ils ont mis des mises à jour et tout, mais c'est dingue ce qu'ils sont capables de faire, envoyer des ultrasons pour analyser la forme de ton oreille. Ouais. Un beau casque. Mais plus cher. Là-dessus, hein. D'ailleurs, on voit que Sony a un très très gros soin parce que on le retrouve, c'est une composante importante pour la PlayStation 5, c'est quelque chose qui est important pour leurs films et vraiment à l'avenir, et le son spatialisé, c'est vraiment un truc sur lequel ils vont beaucoup bosser. Ils vont énormément bosser, donc c'est pas mal. Oui, pardon. Non, j'allais juste te dire effectivement qu'on est sur un casque qui, du coup, encore aujourd'hui, est quand même bien plus cher. On est plutôt aux alentours encore des quasi de 300 €. Donc, Mais on va pas se mentir, la prestation, elle est quand même plus haute que ce que propose ce Jabra. Remplacé par le Milix M4, toutefois. Mais encore une fois, s'il y en a là qui sont à la recherche d'un bon casque et qui trouvent une bonne occasion, pour peu que la personne ait été un peu soigneuse, c'est une bête, c'est une tuerie ce casque. Ouais. Tout à fait. Du coup, toi, Guillaume, tu nous as montré le Jabra en version noire. C'est ton casque de tous les jours? J'en ai 3, moi, en fait, avec lesquels je m'amuse. Il y a le 85H, effectivement, de Jabra, et dont un des plus gros intérêts que je lui trouve, c'est surtout ses boutons physiques. Je t'avoue que moi, je suis pas très tactile. Un peu quand même. Moi, je te connais. J'aime bien sentir les boutons d'un produit de ce type. J'ai aussi le Milix M3 de Sony et celui de Sennheiser, dont la référence m'échappe actuellement, mais j'ai un des casques de Sennheiser. Mais qui est dans la même gamme de prix aussi? Ouais, voilà, c'est ça, c'est un Sennheiser à 300 €. D'accord. Je vais pouvoir te retrouver la référence. Mais Et du coup, si tu devais nous donner ton préféré, c'est sans doute le Sony parce que c'est le modèle le plus cher, le plus haut de gamme. Non, pas forcément. Franchement, je pense qu'il y a Sony peut-être légèrement devant Sennheiser, mais franchement, il se tire la bourre. Voilà, c'est le Momentum wireless. Ah oui, le Momentum aussi, il est top. C'est pas la version actuelle, je pense, c'est la version précédente. Mais Jabra est très très bon. Moi, je sais que quand je suis parti à Barcelone pour le pseudo MWC, je crois que je l'avais avec moi dans l'avion. Donc, c'est une valeur sûre. Et puis surtout, il
il vient taquiner ceux qui sont à 300 € dans une gamme à 200 €. Et ça, c'est très, très bon. Après, il faut dire que voilà, Jabra, c'est entre guillemets la marque grand public, mais c'est une grande division en fait. Et ils sont vraiment dédiés, ils ont vraiment des solutions dédiées aux professionnels. Et en fait, ils ont une grande expertise dans l'audio. C'est une marque qui n'est pas trop connue par rapport à Sony. Et dans la téléphonie. Et dans la téléphonie, ouais, c'est ça. Donc, en fait, ils ont une expérience et ils arrivent à proposer des produits vraiment intéressants. Par exemple, les Jabra Elite en intra, moi, je les trouve vachement intéressants et vachement performants. Même ceux qui ne sont pas avec bruit actif, ils arrivent à avoir un son qui est vachement bon. Moi, je suis super surpris par cela. Encore une fois, c'est pas une émission sponsorisée par Jabra, mais la durée de vie des batteries de ces trucs-là, je les recharge un peu n'importe comment, parce qu'en plus, dès que tu les mets dans le boîtier, ça recharge et tout. Des fois, tu écoutes 20 minutes et puis le truc se relance en charge, etc. Et j'ai zéro problème, quoi. Et ça doit faire peut-être 3 ou 4 ans que je les ai maintenant. Peut-être même Jason, c'est pareil, parce que Jason, il a les premiers Jabra Elite. Les 65 Elite Sport en plus. Ah bah j'ai 65T, ouais, Elite Sport, moi du coup c'est version sport. Et je les ai et ils marchent d'enfer et toujours pas de soucis de ce côté-là. Bah moi j'ai comme toi les 65T aussi, pareil. J'en suis. Les 75, non? Non, les 75, on espérait les avoir, mais pour l'instant c'était pas prévu au programme. On avait vu le prototype quand Jabra les avait annoncés. Non, moi j'ai le 65. D'ailleurs, trompé de référence, ça veut dire alors. Voilà, oui, toi, à mon avis, tu as le modèle juste d'avant. Donc voilà. Moi, j'ai le 65T, le 75T qui a reçu une mise à jour pour avoir l'annulation du bruit, donc l'ANC d'activer et dont je connais un collègue à qui je l'ai fait acheter. Il en est ravi. Et moi, pour finir aussi au niveau casque, moi, je suis plutôt du côté de chez Plantronics avec le Backbeat Pro 2 que j'aime beaucoup, qui doit un peu se situer dans la même zone tarifaire, on va dire, que ce 85H, et il est souvent régulièrement en promo. Et franchement, si vous passez à côté de celui-ci, avec le Jabra, je pense que ça se vaut bien. On retrouve les mêmes un petit peu procédés. D'ailleurs, Jason, tu l'as pas dit, mais pareil, quand tu retires le casque, il se met en pause automatiquement. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, on retrouve un petit peu les mêmes fonctionnalités. Et je pense que si vous faites le choix entre le Jabra et le Plantronics, en tout cas, sans taper dans des casques très haut de gamme, et vous en serez très content. Moi, c'est un casque que j'ai depuis des années et qui me suit depuis un petit moment. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. On a fait le tour un peu des casques que l'on utilise un petit peu chacun. Plutôt cool. Donc du coup, sans plus tarder, je propose qu'on continue d'avancer avec la chronique de Guillaume. Bon, Guillaume, moi, quand j'ai vu ce que tu proposais, j'ai failli lire parce que je suis un peu obsédé en ce moment par ce qui se passe au niveau de la VR, que tu allais nous parler d'un Oculus Quest. Et non, c'est un Collector Quest. Donc, dis-nous tout. C'est pas de la VR ici, mais ça parle de divertissement. Effectivement. Alors là, je vais vous parler de rétro gaming, de gaming et surtout de collectionneurs de jeux vidéo. Avec une saga de vidéos qui a été faite par Florent Gorge, un célèbre historien du jeu vidéo français, grand spécialiste de Nintendo, et qui est, comme vous pouvez le voir à l'écran, derrière les éditions Omake Books et Pixel Love à l'époque également. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, Florent Gorge, c'est l'homme derrière l'histoire de Nintendo. Je ne sais pas si on peut rebasculer un petit coup sur ma caméra. Yes. Mais là, on voit le dernier tome, le numéro 4 sur la Game Boy. On dit bien la Game Boy et pas le Game Boy. C'est tranché, ça y est. Oui, voilà, c'est tranché. C'est Nintendo qui avait tranché, mais personne n'écoute Nintendo de ce côté-là. En fait. Tout le monde, c'est vrai. Mais on dit la Wi-Fi ou le Wi-Fi? Le Wi-Fi. Parce que moi, j'avais entendu que c'était le Game Boy. C'est marqué dans le fascicule la Game Boy, je crois. Mais de manière plus sérieuse, tu peux revenir sur l'écran. De toute façon, je suis team là, moi, donc ça me va. Parce que pour moi, c'est la console. Ce qu'il faut retenir, c'est que Florent Gorge, c'est vraiment un nom incontournable de l'histoire de Nintendo. Et s'il y a un ouvrage de gamer que vous devez avoir dans votre bibliothèque, c'est vraiment la collection des histoires de Nintendo. Où à partir du tome 1, il nous présente toute l'histoire de Nintendo avant le jeu vidéo. Donc, il faut savoir que la société, elle a plus de 100 ans, donc il y a de l'histoire. Puis après, on part sur les Game & Watch, la période de la NES et la Famicom au Japon,
Et là, actuellement, on est sur la Game Boy. Donc, beaucoup de choses. Et donc, sans plus tarder, je vais vous parler de son émission qui a été la Collector's Quest, où en fait, le principe était de partir à la rencontre de collectionneurs du monde entier. Donc, dans un premier temps, la première saison se focalise sur l'histoire de collectionneurs en Europe. Donc là, je vais vous laisser quelques petits trucs en fond pour vous expliquer. Mais là, on est à l'épisode 1 de la saison 1. On rencontre Cédric, qui est un postier qui est collectionneur de Super Nintendo, donc de produits Super Nintendo, avec une collection, déjà, vous pouvez voir, très impressionnante. Et j'ai repéré une petite citation dans cette phrase, dans cette vidéo qu'a prononcé Florent, qui était « On reconnaît un bon collectionneur à la façon dont il range la pièce accueillant ses pépites ». Donc là, vous voyez que dans l'épisode 1, c'est un bon collectionneur. Vous verrez que dans d'autres épisodes, il y a des collections grandioses, mais qui n'ont pas forcément le même soin de présentation qui est apporté. Donc voilà, c'est une petite mise en avant que je voulais faire sur le premier épisode de cette playlist. J'avais également repéré l'épisode 4 avec Fabrice, donc un grand spécialiste de Nintendo également, et lui, grand collectionneur de jeux Nintendo, de jouets Nintendo, et surtout de cartes Hanafuda, qu'on va voir juste après. Voilà, et là, je vous laisse un petit peu à l'écran une petite découverte de son antre. Et le Hanafuda, c'est quoi exactement? Parce que... Je vais y venir dans deux petites secondes. Ok, vas-y, pas de souci. Tac, c'est là. Donc là, on va les voir sur la gauche. En fait, les cartes Hanafuda, c'est les cartes à jouer qui ont fait l'histoire et la base de Nintendo. C'est ce qu'il y avait à la toute première. C'est ce que vendait Nintendo à la base, des jeux de cartes dont le jeu, je ne sais pas exactement comment il se joue, hein, pour être honnête, mais c'est des jeux de cartes. Et donc, il y a une collection très impressionnante avec de très vieux exemplaires. Je fais vraiment un bref aperçu de ce qui vous attend déjà pour pas vous spoiler, et puis surtout parce qu'il y a à peu près 50 épisodes. Donc, on mettra ça dans la description du coup. C'est impressionnant. Donc là, on était en Alsace. Là, ensuite, on va partir du côté de Amsterdam avec Eric. Donc à chaque fois, je me suis mis des timecodes. Hein. Et là, c'est je vois que c'est bien préparé tout ça. Bravo. C'est un des plus gros collectionneurs c'est le plus gros collectionneur privé de jouets Nintendo au monde. Ah ouais. Avec donc on voit qu'il a exposé, par exemple. Donc ça, c'était à la Gamescom. Vous avez peut-être eu la chance de voir son expo avec des jouets Nintendo très mythiques. Dans sa vidéo à l'époque, donc la vidéo date de 2015. Quand elle a été créée, il indiquait qu'il avait 750 éléments créés par Nintendo dans sa collection. Donc, c'est vraiment très, très impressionnant. Je me suis mis apparemment qu'il fallait que je vende... Surtout que c'est surtout impressionnant, c'est qu'on voit que Nintendo, ils faisaient des jeux de société, tu vois. Pour le grand public, Nintendo, c'est les consoles. Et en fait, avant... Alors, ils faisaient pas du jeu de société, ils faisaient plus du jouet. Mais après, ils ont aussi fait plein de choses. Il y a des poussettes, il y a plein de trucs. Là, on voit vous voyez un bon aperçu des bongas électroniques. Il y a effectivement quelques jeux de société, je t'avoue, mais c'est très très moustachus. C'est assez impressionnant. Là, je vais vous montrer un truc assez dingue. Alors, à quel niveau faut que je me rende? D'ailleurs, j'en profite, quand on est un peu dans les références comme ça de Nintendo, moi, on ne me fera pas croire, il y a une théorie qui existe et j'y crois dur comme fer. Mario est portugais, hein. Je suis quasiment sûr. Bah oui, normal que les Portugais, t'avais encore un doute. Il n'est pas lui, il va dans les tuyaux, c'est ça? Une fois, j'ai vu des conneries, attention, tu vas fâcher le mec. J'ai croisé une fois mon père avec une salopette rouge, une casquette rouge. Je me demande s'il n'a pas été fait. Tu lui as demandé un autographe? Je peux avoir un autographe, Mario? J'ai l'impression que j'étais la version sans champignons. Pardon, excuse-nous. Un peu de sérieux, jeunes gens. On divague, excuse-nous. Donc là, on est toujours à Amsterdam avec un ami de Eric qui s'appelle Sander et qui lui vit sur une péniche. Et donc là, c'est l'intérieur de sa péniche qu'on va voir. Et sa spécialité à lui, c'est la collection de bornes d'arcade. Donc il n'y a rien qui va dans ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il est collectionneur de bornes d'arcade, il vit sur une péniche. C'est un grand problème pour mettre en place tout ça. Bah oui, surtout que la place, hein, c'est pas comme si tu en avais non plus des tonnes en péniche.
Mais voilà, on va pénétrer un peu dans son antre vidéoludique. On voit pas mal de bornes et là, vraiment, faut se dire que c'est une péniche, c'est assez incroyable. Il y a pas mal de plans là que j'ai repérés. Il y en avait un par ici, avec des vitrines aussi dédiées à Gunpei Yokoi. Donc, c'est l'homme derrière la Game Boy, c'est l'homme derrière la Game & Watch. C'est une légende du jeu chez Nintendo à l'époque. Voilà, c'est à chaque fois, chaque épisode nous fait prendre une grande claque dans la gueule, tellement c'est impressionnant toutes les connexions qui se cachent en France, en Europe. Un peu plus tard, je vais vous montrer au Japon aussi. Là, c'est des gros dingues également. Mais Ouais, c'est un peu des mecs comme toi, mais toi, c'est la BD, quoi. non, 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 ils sont à des niveaux stratosphériques. Moi, c'est ridicule à côté. Et c'est parce que t'as pas beaucoup de place, t'habites à Paris, c'est pour ça. Exactement. Et là, Pas une d'ailleurs, péniche. là, on voit là maintenant, c'est une autre salle de la péniche, une salle avec d'autres jeux vidéo et 1 milliard de consoles. C'est ouf. Je sais pas comment c'est possible de penser à faire ça dans une péniche. C'est juste incroyable. Là, je vais conclure la saison 1 avec l'épisode 9. Et là, on part Donc en tout, Angleterre. donc tout ça, c'est dispo sur YouTube, en fait. Hein. C'est Oui, ça, hein. c'est comme je le dis à chaque fois, c'est toujours moins cher que ce que va vous présenter David. Et là, en Jamais. l'occurrence, c'est entièrement gratuit. Là, on est en Angleterre chez Alexis, qui lui est collectionneur également de bornes d'arcade Nintendo. Et donc là, on va découvrir pas mal de bornes dans sa maison. Voilà, c'est très intéressant. Et puis surtout, ce qui est également très intéressant, c'est que Alexis, on va le retrouver dans la saison 2 de Collector's Quest, qui est vraiment une saison hors du commun et qui va vous surprendre. Et je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, saison 2. Et alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que on se retrouve en France, dans la Vienne, et ce monsieur que vous voyez à l'écran, il a acheté une baraque, et dans celle-ci, il y a plein de bornes d'arcade qui traînent. Ils en ont dénombré 140, et Ouais, moi donc aussi, j'en ai une derrière, en plus. Alexis et 9 autres compères à lui, donc une dizaine d'Anglais, sont partis d'Angleterre pour rejoindre la Vienne avec des camions. Ils ont traversé le tunnel sous la Manche et tout. Et ils sont venus se débarrasser ce monsieur de ses bornes. Et donc là, on a toute une série d'épisodes qui présentent la découverte de ce qu'il a appelé le tombeau de l'arcade, avec des machines dans tous les sens. Apparemment, il faut que je vous montre l'épisode 3 à partir de 6 minutes. Mais du coup, ils savaient, enfin, est-ce qu'ils savent pourquoi il avait autant de bonnes d'arcade chez lui Alors, ou au pas? fur et à mesure en fait de l'émission, ils font des découvertes, ils trouvent des papiers, tout ça, et en gros, c'était un exploitant, enfin un distributeur, une sorte de commercial qui alimentait en fait les cafés locaux. Et entre-temps, il stockait ici, puis on imagine que ça a cessé un peu du jour au lendemain, je sais pas trop. Et ça fait qu'il y a 140 bornes qui se sont retrouvées entassées dans cet endroit. Et la maison a été déclarée insalubre et complètement à détruire. Et donc on voit qu'il galère. Chaque fois qu'il marche sur le sol, il est à deux doigts de s'effondrer. C'est hyper dangereux. Bref, c'est assez Du dingue. coup, c'est à voir ça, faut voir ça C'est vraiment. voilà, c'est incroyable. Il y a pas mal d'histoires et puis surtout il y a la passion de ces Anglais qui ont traversé l'Angleterre, la France. Ils ont payé une fortune les locations de camions. Enfin bref, c'est assez Et surtout, incroyable. j'imagine derrière, en plus, c'est un travail de restauration parce qu'elles étaient Exactement, entreposées dans les. exactement. C'est ce qu'ils expliquent. C'est leur envie en fait, c'est de restaurer les machines pour après les remettre, les mettre entre les mains de joueurs pour qu'ils puissent les apprécier, les découvrir et pas forcément, tu vois, Ah, juste les laisser entreposer chez elles. tu Chez vois eux. qu'ils essaient quand même de se rembourser un petit peu parce qu'ils regardent là où il y a les pièces, tu vois, quand même. Bon, regarde, c'est de quoi payer le camion, là. Alors avec la valeur du franc, je pense que ça vaut plus grand-chose, hein. On sait Ah ouais, ça jamais, peut une être des petite pièces pièce de collector, collection. tu sais pas. Ouais, Ah on ouais. sait jamais. Et alors là, Regardez-moi ces graphismes, c'est trop. On dirait là, la Ah pièce ouais. attention. là, je vous amène à la saison 3, la plus impressionnante. Donc celle-ci, elle a été financée par crowdfunding, donc sur un financement participatif, par à peu près 750 personnes. Et là, Florent est parti au Japon à la rencontre de plein de collectionneurs. Il en a ressorti une quinzaine, vingtaine de vidéos à peu près. Là, 23 Ah vidéos, oui. on compte. Et là, ça part dans tous les sens. Là, clairement, je vous ai dit tout à l'heure, une bonne collection, c'est une collection qui est bien rangée, bien présentée.
Bon, bah là, c'est pas tout à fait ce qui vous attend. C'est un monde s'organiser là. Exactement. Là, on est chez Fujita au Japon, donc un gros collectionneur de Famicom. Mais un mauvais collectionneur là, du coup. Ça mais dépend pas de comment on voit les choses. Mais voilà, collectionneur Famicom, donc la NES japonaise, avec là on voit tous les cartons, c'est des jeux partout. Et là te dit le mec, bah là t'es dans mon salon, voilà, quand je me cache. Attends, mais comment il fait pour aller aux toilettes? Il peut pas ouvrir une porte en plus. Je ne saurais pas te dire, mais on voit par exemple là il faut enjamber dans tous les sens. Mais c'est très intéressant à voir. Fujita, on le rencontre sur 3 ou 4 épisodes, dans 2 ou 3 épisodes, je ne sais plus, dans la série. Et l'important, c'est pas juste ce qu'on voit, c'est aussi ce qu'ils racontent, qui ils sont, quels sont leurs profils, qu'est-ce qui les a amenés à faire ça. Bref, beaucoup de choses. Je vais pas forcément faire tous les épisodes. Je vais vous montrer l'épisode, un petit extrait là, l'épisode 3 de chez Kikai, qui lui est le plus gros collectionneur au monde officiellement de goodies Mario. Donc voilà, une petite, petit aperçu de votre ami plombier portugais, hein, quand même, tu sais. Voilà. On embrasse les Rital quand même, mais voilà. Faut arrêter les conneries. Voilà, un petit aperçu. Qu'est-ce que je vais vous montrer également? Je voulais vous faire un petit aperçu de l'épisode 9 avec Lawson, qui lui, c'est très très beau. Franchement, il expose à merveille sa collection. Vous allez voir ça. Ce qui est cool, c'est que c'est sous-titré en français. Ouais, tout à fait. Là, parce que là, il parle full japonais. Donc là, hop, levé de rideau. Regarde-moi ça, levé de rideau, et juste derrière le rideau, le musée, quoi. C'est incroyable. Il y en a vraiment dans tous les sens. C'est magnifique. Borne d'arcade, collection. Oh, oui, ça j'y ai joué. C'est hyper incroyable. Derrière, il y a une trentaine de bornes. Là, il y en a 6 ou 7 dans la pièce. Là, t'es épileptique, t'es mal. Hein. Ça flash dans tous les sens. D'ailleurs, il a des lunettes noires, lui. Regardez là derrière également, là, cette pièce, elle est magnifique. Vraiment, c'est une pièce de musée, je trouve. On voit du Game & Watch. Il a des pièces exceptionnelles aussi dans sa collection. Des Game & Watch, dans tous les sens. Des Virtual Boy peut-être. Est-ce qu'il y a du Virtual Boy? Probablement. Allez, petit aparté rapide parce qu'il faut que je trace. Je sais. Épisode 10, là, on est dans une vraie salle d'arcade qui est en activité. Et donc là, on est chez Amano Game Museum, qui est tenu par Amano, un papy de 81 ans à l'époque. Donc maintenant, ça doit faire 86-87 ans du coup. Et il faut savoir que cette salle, il l'ouvre de 9h à minuit, tous les jours, 365 jours par an. Il fait jamais de pause. Après qu'il exploite sa salle, il répare des machines et il dort 3 heures par nuit. Et le mec, c'est le plus heureux du monde, franchement. Ça se voit qu'il dort pas beaucoup, il a des grosses poches. Mais il les refait, quoi. Il explique qu'à l'époque, la salle est tournée 24/24. Dans l'arrière-boutique, il y a les bornes les plus précieuses et les plus rares, avec des éléments vraiment très exceptionnels. Donc un épisode vraiment à voir, très intéressant. Yes. Et qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais conclure avec ça, je pense. Un petit épisode 12. Virtua Fighter, non? Chez Takai Shokai. Alors là, là c'est juste le temple de la carte PCB. Donc la carte PCB, c'est les cartes mères qu'on trouve à l'intérieur des bornes d'arcade. Bon, toutes ces étagères sont pleines à craquer et il y en a 30 000. Voilà, c'est 30 000 cartes PCB qui sont entreposées, prêtes à être lancées sur des bornes. C'est incroyable, ça va dans tous les sens. Et donc voilà, c'était ma petite recommandation de visionnage. Je voulais juste refaire un petit point sur qu'est-ce qui m'a amené à faire ce sujet. Il y a 2-3 raisons. La première, c'est que déjà, j'avais adoré cette playlist. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un colis de MacBooks et mon gardien a vu le logo sur la boîte. Et du coup, ça nous a amené à parler justement de cette série de vidéos. Donc, je me dis qu'il faut en parler encore plus. Et puis surtout, la dernière raison, c'est que Florent Gorge est un mec adorable et qui fait de l'excellent travail, qu'on retrouve aussi derrière les biographies de Yoshitaka Amano de Final Fantasy. C'est lui aussi qui faisait les trades à Paris Games Week pour Kojima pendant la promotion de Death Stranding. Bref, c'est
C'est une légende de la traduction franco-japonais et puis de l'histoire du jeu vidéo. Donc, un mec absolument à suivre. Et donc, n'hésitez pas à tout simplement acheter l'œuvre que vous pouvez voir ici sur son site Collector's Quest avec tous les épisodes qu'on a vus. Et si jamais il fait un financement participatif pour la saison 4, je ne vous recommande que très chaudement d'y prendre part. Parce que moi, je sais que ce sera mon cas. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir toutes ces vidéos, me faire votre retour. Et puis, merci. Et moi, je vais juste en rajouter aussi une petite couche pour dire, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube parce qu'il fait des séries de vidéos, la Play Histoire, si je ne me trompe pas, qui est vachement intéressant. Petit secret de Play Histoire. Voilà. Ouais. Et du coup, il y a aussi des vidéos qu'il fait, je crois aussi sur YouTube, où il parle aussi de jeux rétro et de l'histoire des jeux rétro, c'est assez intéressant. Exactement, il y a les secrets de Nintendo, c'est vraiment une légende. Donc ça, c'est une de ses chaînes parce qu'il y en a plusieurs. Il a la chaîne de sa société au Books. Je crois qu'il a une chaîne perso également. Mais en l'occurrence, les vidéos de Collector's Quest sont sur la chaîne Secret de Playhistoire. Petit secret de Playhistoire. Et moi, je dirais même plus. Ouais, vas-y. Vas-y, non, c'est une patate chaude, donc je vais la lâcher. Hein. Je dirais même plus, c'est que si on obtient 1000 likes sur cette émission et allez, 300 abonnés de plus, Mathieu, il vous fait une vidéo sur sa borne d'arcade. Exactement. Ce sera prévu. Elle arrivera plus vite que prévu. Bon, elle arrivera quand même, mais elle arrivera plus vite que prévu. Mais oui, on prend les 1000 likes, les 300 abonnés supplémentaires, on prend. Et d'ailleurs, moi, je vais juste aussi en profiter pour faire une bise, puisqu'on est totalement dans le thème, pour faire une bise à mon ami Polo, ex-journaliste de chez Clubic, qui a ouvert une chaîne qui s'appelle Rétro Polo. Si Guillaume, tu veux bien la taper sur la chaîne YouTube pour faire une dédicace, notamment parce que aussi il y a notre ami Julien qui fait un podcast avec lui. Donc si vous êtes passionné de rétro gaming et de choses comme ça, Rétro Polo, la chaîne va plus être là pour tout ce qui est de l'émulation, essayer d'avoir un petit peu la machine parfaite. Je vois que tous les soirs, il fait des tests monstrueux, des lives pour essayer d'avoir la meilleure machine de rétro gaming, on va dire, possible. On va pouvoir switcher dans les plateformes. Voilà, donc je voulais lui faire un gros big up parce que c'est un mec que j'aime beaucoup, que j'aime déjà beaucoup chez Clubic et que j'aime encore plus avec ce qu'il fait maintenant sur sa chaîne Rétro Polo. Et puis, parce que notre Juju aussi, qui officie sur la chaîne, fait avec lui un podcast, donc j'ai plus le nom en tête là, mais je suis sûr que vous allez tout retrouver sur la chaîne de Rétro Polo, voilà. Donc je pense que là on a complété le thème et on va passer maintenant de grosses images, puisque là on était sur des bornes d'arcade avec des petites images, des Game & Watch. Là on va parler grosses images et ambiance cinéma avec David. Parce qu'avec David, on vise toujours plus haut, toujours plus loin, notamment dans les prix. Vidéoprojecteur ultra court. Vers l'infini et voilà. Ouais, voilà, qui m'a fait de l'œil quand j'ai lu les premières lignes de ce qu'on fait pour préparer l'émission. Ça m'a vite refroidi sur la fin, mais c'est pas grave, on va rêver un peu avec toi. Ouais. Écoute, c'était l'une des petites tendances, les vidéoprojecteurs à ultra courte focale, et là en l'occurrence technologie laser. Puisque c'est d'ailleurs ce qui relance un petit peu ce marché, et on a donc le fameux The Premiere LSP7 dont on a juste un peu aperçu le tarif. Alors ça va être des images d'illustration qui sont en fait tout simplement piquées de la vidéo que j'ai mis en ligne sur YouTube, avec donc cette particularité, on le met à une trentaine de centimètres du mur, et puis on a une image qui peut aller quasiment faire quasiment 3 mètres de base. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est grosso modo une grosse et grande boîte blanche. Et pardon, on dirait une clim. Écoute, c'est très très silencieux. Et la particularité de ce modèle, qui coûte quand même 3 500 €, c'est que c'est un modèle avec une matrice Full HD, DLP, mais qui utilise une technologie maintenant qui est bien utilisée dans le milieu, qui est de la vobulation 4K, qui consiste à déplacer très très vite la puce, les micro-miroirs, etc. Et en fait berner notre œil avec une matrice Full HD. Il déplace l'image 4 fois et ça fait une fausse image Ultra HD avec la persistance rétinienne. Est-ce que c'est de l'upscaling? Pardon, je te coupe, mais c'est ce que ça m'intéresse. Est-ce que c'est faux de dire que c'est de l'upscaling ou non? C'est alors. On peut le voir comme une forme d'upscaling dans la mesure où effectivement tu reconstruis des pixels.
Maintenant, c'est pas aussi. En même temps, sur la télé, les upscaling sont tellement exceptionnels, enfin tellement bons maintenant, que du coup, c'est franchement là, c'est très propre. C'est très propre, mais c'est surtout que c'est un produit à 3 500 €, là où un produit à natif 4K va coûter 7, 8, 10 000 €. Donc voilà. Donc c'est des trucs, c'est un produit Samsung, pardon, qu'on retrouve, ce qu'on a vu là à l'instant, une télécommande Samsung comme on les connaît sur les télés. Je sais pas qui a fait ces images, mais c'est très. J'aurais dû prendre moins de café, je pense. Bon, j'ai enregistré ça. Et la particularité en plus de ces modèles-là, c'est comme vous voyez, là, il y a une barre de son en façade, alors qui est cachée par ce tissu acoustique Gvadra. Alors, on voit beaucoup les mêmes images parce qu'en fait, mine de rien, une fois que c'est installé, comme là, hein, dans mon salon, c'est jamais qu'une grande boîte noire. Blanche, pardon, en l'occurrence. Il existe malheureusement pas en noir. J'aurais bien aimé qu'il y ait une version noire pour qu'il soit un petit peu plus discret dans le salon, peut-être moins salissant aussi. Ouais. Mais c'est un beau produit. Donc là, petite particularité, je projette sur une toile un écran fixe en fait, qui est un écran fixe Lumen, qui m'a été prêté pour des tests en fait par sonvideo.com. Je les remercie régulièrement sur les vidéos, mais voilà, c'est ce qui permet en fait d'avoir cette qualité qu'on est en train de voir là, parce que les vidéoprojecteurs classiques, si on utilise une toile de vidéoprojecteur classique, l'image va être complètement déformée. Il y a tellement, le ratio de la focale est tellement énorme, parce qu'on se parle d'un ratio de 0,25 pour 1, que du coup, dès qu'il y a une petite distance, enfin une petite déformation, si la toile est un peu distendue, etc., tout de suite, ça se voit dans l'image. Donc, il faut un écran fixe. Et l'écran fixe, moi, celui que j'ai, en 240C, donc qui est un produit qui fait un petit peu plus de 2,20 m de base, c'est 1 700 €. Donc, 1 700 € à ajouter à 3 500 €. Alors, on est encore en dessous du prix qu'on pourrait estimer pour un téléviseur de 100 pouces, parce que c'est de ça dont on se parle, hein, c'est une diagonale d'image de 100 pouces, c'est 2,20 m de base. Et la particularité en plus de coupler ça avec la toile, c'est que moi j'ai pu continuer à faire ma vie, quoi. J'ai pu continuer à dîner avec les éclairages allumés. Évidemment, ça reste un vidéoprojecteur avec tous les défauts et les avantages de ces produits-là. C'est-à-dire qu'on aura toujours une plus belle image lorsqu'on est dans l'obscurité, évidemment, mais moi, juste en abaissant un petit peu les stores, voilà, ça suffit. Et puis surtout, comme la toile, c'est une toile technique qui annule les lumières parasites, elle est vraiment faite pour garder les lumières qui proviennent du bas. Du coup, on arrive à avoir des trucs cool. Là, ce qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est des menus du vidéoprojecteur qui sont les menus qu'on retrouve dans les téléviseurs Tizen OS, puisque c'est l'une des autres caractéristiques importantes de ce vidéoprojecteur, c'est un vidéoprojecteur sous Tizen OS avec tous les réglages qui vont bien et surtout toutes les applications. Voilà. Donc je pense qu'on va arriver un petit peu après encore sur d'autres images. Et moi, c'est un produit qui m'a quand même bien plu. C'est pas parfait dans la calibration, clairement. Je ne vais pas vous dire que c'est parfait. Il y a selon moi un petit peu moins d'effets aussi d'arc-en-ciel, parce que les vidéoprojecteurs DLP, ça ce sont les réglages audio, voilà. C'est assez classique tout ça. Donc la technologie DLP qui utilise donc en l'occurrence là un laser bleu qui passe à travers d'une roue chromatique, et en fait quand le faisceau passe à travers la roue chromatique, donc 8 segments, 4 couleurs, rouge, on en a vu une très légère, la petite saccade captée justement par rapport à la fréquence de la caméra, ça provoque des effets d'arc-en-ciel. Et là, comme on est sur un vidéoprojecteur qui est devant nous, pardon, je ne sais pas si ça a tapé sur le micro, comme on est sur un vidéoprojecteur qui est positionné devant nous et non pas sur un truc qui traverse la pièce, du coup, on a moins d'effets parasites. Ça, c'est juste un petit point, parce que je voulais parler des points positifs et puis des points négatifs. Et puis, de toute façon, il y a la vidéo qui est sur ma chaîne. Bien sûr. C'est on va faire copier par là, sur le côté. C'est le petit truc qui m'agace un peu, c'est le truc de mise au point. Voilà. Là, on rentre dans le vif avec des images que j'utilise régulièrement sur la chaîne pour que chacun puisse avoir ses mêmes repères, parce que je pourrais utiliser plein de trucs différents. Mais voilà, comme ça, on a toujours une façon d'avoir des repères. Alors évidemment, on a toute la compression YouTube, etc., qui va bien, mais c'est un beau produit. Franchement, quand on se retrouve avec une image comme ça de plus de 2,20 m, le produit est silencieux, le système audio est très très cool. C'est un système audio Samsung, mais aujourd'hui Samsung, on sait qu'ils ont racheté Harman Kardon depuis un moment maintenant. Alors il y a sans doute des passerelles. Ils en parlent pas trop. J'ai quand même, moi, de mon point de vue, un peu l'impression qu'ils veulent quand même bien séparer les deux entités. Dans les faits, je suis pas sûr que l'expérience de l'un ne profite pas à l'autre, mais voilà, ça reste quand même un truc très très cool. Et là,
De mon point de vue, mon point de vue, des images qu'on voit, on a l'impression quand même que les couleurs, elles sont un peu, elles pètent pas trop. Est-ce que c'est dû à Alors là, c'est là, c'est quand même bon. Encore une fois, on est sur un vidéoprojecteur, donc c'est vrai que ça sera pas pétant comme sur une télé. Moi, j'ai trouvé que justement, il était parfois peut-être un peu trop saturé. Là, ce qui manque encore sur ces vidéoprojecteurs laser, c'est de la puissance lumineuse quand même. On est quand même sur des puissances lumineuses qui sont pas dingues. Les taux de contraste sont pas encore complètement dingues non plus. Là, on est sur un produit qui est quand même compatible HDR. Ce qu'on a vu là, c'était des images de Stéphane Bigot, qui est en fait un abonné tout simplement à la chaîne et en fait qu'on salue, voilà, et à qui j'échangeais. L'idée, c'est qu'on puisse échanger plus régulièrement et notamment sur du contenu, etc. J'ai trouvé que ces images étaient assez cool et donc du coup il m'a autorisé à les prendre, et puis en plus pour les besoins de la vidéo, ça m'évite de me prendre les strikes YouTube, parfois même a posteriori, qui sont un peu pénibles. Et c'est quoi ça, court-métrage? En fait, il fait il est réalisateur et il fait plein de sujets, plein de courts-métrages. Et là, il m'a fait plusieurs séquences cutées. Et il a, en fait, dans ses boucles, il a une approche colorimétrique qui est pas simple à reproduire, parce que justement, il va parfois chercher des ambiances assez sombres. Et ça, pour des contenus, pour des vidéoprojecteurs, c'est souvent assez dur à restituer. Ouais. Donc voilà. Les noirs, tout ça. Exactement. Au niveau des lumens, on est sur 2206 lumens. Et ce qui représente, en fait, quand je te le dis comme ça, tu vas dire, bon, bah, ok, mais ça reste vraiment une valeur très théorique. Hein. Moi, les mesures, il faudra aller voir encore une fois sur la chaîne, parce que j'ai pas toutes les mesures qui sont en tête, mais la fidélité des couleurs est pas exceptionnelle. La luminosité est bien en deçà de ce qu'on peut avoir avec un vidéoprojecteur classique, bien moins cher, avec un vidéoprojecteur à 1000 €. Le souci, c'est que là, on a une lumière perçue, parce que quand je fais les mesures, je capte la lumière qui est perçue, c'est-à-dire celle qui nous revient, qui est en fait tout à fait convenable. Alors lié à la toile technique, évidemment, et puis surtout, on n'a pas de problème d'autonomie de l'ampoule, parce qu'on se dit, de toute façon, le laser, c'est 20 000 heures, donc on n'a pas de souci. On a un système audio embarqué, on n'a pas de câble à tirer, on a toutes les applications connectées avec du Wi-Fi, du Bluetooth, etc. Donc, Disney+, Molotov, il y a un tuner TNT à l'intérieur, il y a 3 prises HDMI. C'est pas fait du tout pour jouer. Voilà, Samsung sur son site, une espèce de petite parenthèse au gaming. Franchement, moi j'y crois pas un instant. C'est pas fait du tout pour jouer, ce genre de truc. C'est beaucoup trop grand. À mon avis, techniquement, c'est complètement dépassé. Moi, j'ai essayé de mettre j'ai tenu 5 minutes. J'ai branché un truc dessus, un PC portable avec du HDMI. J'ai lancé un jeu et je me suis dit, c'est même pas la peine. Je perds pas mon temps avec ça. C'est pas fait pour ça. Voilà. Quoi qu'en dise Samsung. C'est ça? Pardon? Le taux de latence est assez élevé? Le taux de latence est assez élevé. Je ne l'ai même pas mesuré, mais je ne serais pas surpris qu'il soit au-delà des 40 millisecondes. Et puis surtout, la technologie ne va pas assez vite, quoi. Elle n'est pas, voilà. En termes de fréquence, c'est pas du tout adapté. Donc là, j'ai reçu très rapidement, son grand frère, qui est le LSP9, qui lui est composé de 3 lasers. Donc on n'a plus du tout de roue chromatique. C'est 3 lasers rouge, vert, bleu, qui repassent ensuite dans le système DLP et qui produisent là encore une image vobulation 4K. Et ça a l'air beaucoup plus lumineux, parce que là, franchement, je l'utilise depuis 2 jours dans les mêmes conditions et ça envoie encore plus en termes de luminosité et en termes de contraste. Et le souci, en fait, c'est que pour justement donner une image perçue comme étant géniale et très cool, les couleurs sont pas fidèles en fait. C'est pas comme aujourd'hui, si vous avez tous ceux qui ont une télé un peu récente, quand on met les modes filmmaker ou les modes cinéma, on a presque alors maintenant on est de plus en plus habitué, mais on a presque l'impression que le blanc est jaune. Alors que je peux vous le dire, moi les sondes, quand je les mesure, elles disent bah non, le blanc est blanc. Sauf que du coup, au fil des années, on s'était tellement habitué à des blancs très froids que parfois on a l'impression que le blanc est jaune, que les couleurs ça va pas, etc. Et en fait, c'est des défauts de perception. Et Samsung, sur ces télés, comme sur ce vidéoprojecteur, ils ont dit, nous, on va peut-être faire un petit pas de côté et arrêter d'aller chercher la calibration parfaite et faire ce que les gens nous demandent. Et le problème, c'est qu'en Europe, ça passe pas toujours très, très bien. Donc, il va falloir qu'ils fassent des choix entre le côté très bling-bling, très shiny, très pétant, qui est certes très impressionnant et auquel on peut accrocher quand on regarde Soul sur Disney+, ou des choses comme ça, et des trucs plus fidèles quand on va aller chercher des pattes artistiques propres à chacun des réalisateurs, avec une vraie fidélité des couleurs, etc. Donc voilà. Donc le grand frère, c'est 6 500 € sans la toile.
Donc, ouais, 6005, hein, ouais, c'est ça, 6005. Et donc, ça pique, hein. Franchement, ça pique. Mais bon, voilà, quand on aime, on ne compte Quand on pas. aime, oui, tout à fait, quand on veut de l'exceptionnel. Mais justement, on va peut-être en profiter, et comme on a encore un petit peu de temps, vu qu'on est sur cette période de solde, pour quelqu'un qui aura envie d'acheter justement, alors, bon, peut-être tu peux lâcher un vidéo proche comme ça qui te vient en tête, mais aussi même ceux qui cherchent vraiment ces nouveaux technologies avec des lasers à focale courte. Est-ce que tu conseillerais en achat un peu raisonnable Alors moi, je n'ai pas testé parce que tu sais qu'il y en a des palettes sur les sites comme AliExpress, Gearbest, des choses comme ça. Non, ouais, ça. Moi, j'ai testé le Vava Projector, qui était un produit de mémoire. Je crois qu'il était à 2005, je crois. Je voudrais pas dire de conneries. Et alors, il va bien ou il va pas mal. Franchement, il va pas mal. La vidéo. Je suis dépité, putain. Ouais, c'est ça. Il est à 2005. Vous avez pas le droit, les gars. Pourquoi? Il va très bien. Ouais. Oh là là. Il va muito bem. Donc, c'est effectivement un produit qui a 2500 Lâchez un pouce bleu pour ces blagues, les gars. On va ouvrir un petit compte Tipeee, s'il vous plaît. mettez des ronds pour qu'ils arrêtent. On fait ce qu'on peut. Hein. Écoute, mais oui. Donc voilà, donc c'est un produit qui a 2005, mais du coup, ça te laisse quand même une marge. Moi, je pense que il faut y coupler une toile technique, vraiment. Si tu veux en profiter à fond, il faut avoir au moins un mur blanc. Mais il faudrait qu'il soit lisse, idéalement. Moi, j'ai un mur blanc peint par un Portugais. C'est lisse. Bah, t'auras un petit peu de pixels, peut-être, je sais pas, tu verras peut-être en effet un petit peu granulé, quoi. C'est un peu bon. Non, mais en fait, pour un mec qui n'a pas l'œil aiguisé, ouais, mais juste pour ça, pour un mec qui n'a pas l'œil aiguisé. Si tu peux sur un mur blanc, en fait, ce que tu vas perdre beaucoup, c'est ce que t'apporte la toile, de la même manière que quand t'apportes un écran de projection également, c'est la brillance. C'est-à-dire que le vidéoprojecteur, il a besoin de son support pour briller. Et tu perdras forcément un petit peu. Donc, le mieux, c'est peut-être, tu as un mur blanc, tu fais ton portugais, tu tires un petit peu de tiro, hop, tu fais un cadre, un beau rectangle, et puis dans ce rectangle, tu mets un petit coup de peinture adapté au vidéoprojecteur. Et là, tu peux avoir un rendu qui sera un petit peu meilleur. La toile technique permet d'annuler les reflets parasites des lumières qui viennent du plafond, etc. Et ça fonctionne vraiment bien. Vous irez voir sur ma chaîne, je fais le comparatif en descendant ma toile que j'utilise également pour les tests de vidéoprojecteur, cette fois-ci classique, et on voit bien qu'il y a une vraie différence. C'est pas du flanc. Il y a une différence sur le piqué, voilà. Mais ça reste un coût assez important. Donc c'est une très très grosse installation, c'est cher. Le Vava Projecteur, c'est un produit qui a 2500 €, donc qui est plus abordable. Et dans les plus abordables aussi, il y a le Hisense. Il y a Xiaomi qui fait des trucs, je sais que tu n'es pas. Alors le Xiaomi. Oui, je sais que tu n'es pas fan, mais c'est pour ça. C'est bien de le dire. En fait, le truc mais oui, mais sur le mobile, ils font des trucs très cool. Sur la trottinette, bon, ils ont des produits qui se vendent par palette. Le truc, c'est que sur les vidéoprojecteurs, pour l'instant, Xiaomi, c'est des opportunistes. Donc, ils prennent des technologies, qui foutent dans un produit. Et moi, je pense ne pas trahir de secret quand je vais dire que quand ils ont lancé le premier vidéoprojecteur ultra courte focale, je les ai eus au labo. À l'époque, je bossais à 01net. Les mecs sont venus voir comment j'avais testé le produit, etc. Donc, un Chinois, hein, fort probablement, on a échangé qu'en anglais. Et il a vu la procédure de Ben. Je lui ai dit, bon, bah, voilà ce que ça donne, tes résultats. Je l'ai publié, le test doit toujours être sur 01net. C'était une catastrophe. Donc, le mec, il a dit, donc en fait, vous avez testé le produit. Ouais, j'ai testé le produit. Non, parce que nous, en fait, on a mis les produits dedans et puis l'optimisation logicielle, la colorimétrie, etc. Ils font pas, tout simplement. Donc voilà. C'est une grande image, quoi. Voilà. Donc après, il y a un produit, il y a les produits Hisense qu'il va falloir surveiller de très très près parce que je pense que Hisense, ils en veulent sur le laser TV et je pense que là, du coup, pour 4 500 €, parce qu'ils ont des sacrés ODR, j'avais pu très rapidement prendre en main le 100 LF5 pendant une présentation. Alors, c'est Vida, il n'y a pas masse d'applications, mais là, pour le coup, tu peux te dire que tu peux aussi y coller une Fire TV Stick parce que j'aime bien le produit d'Amazon, plus que, ouais, ou un Google Chromecast quelconque. Il n'est pas sous Android TV, alors que le Samsung est sous Tizen, le produit Vava est sous Android TV, le Hisense est sous Vida, donc il n'y a pas toutes les applis. Il y a pas Disney+, par exemple, mais il y a Prime Video, il y a Netflix, et puis il y a Molotov qui est arrivé.
Ça se règle Voilà, avec une. exactement. Et eux, ils te filent une toile de 100 pouces avec, et du coup, bah là, tu repars avec ton install tranquille. Voilà, t'es paré. Voilà. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai coupé la parole à Jason. Pardon, Jason, tu voulais demander. Justement, c'était ma question, c'était par rapport au produit Xiaomi, parce qu'ils proposent un vidéoprojecteur ultra courte focale 4K, mais du coup, c'est comme tu disais, par vobulation. Donc, il y a eu la réponse. C'est pas. Oui, non, c'est pas du natif. Okay. C'est pas du natif, y compris à ce niveau de prix. Non, c'est pas possible. Mais je peux le tester, hein, le Xiaomi. Mais j'ai déjà des collègues, des confrères qui l'ont testé, et je connais déjà le verdict. Du coup, donc, dans les marques, vraiment, ce serait Hisense pour les petites bourses et Vavaray. Et on va rester aussi, d'ailleurs, juste pour terminer, sur quelqu'un qui a une salle et qui veut se prendre un petit vidéo proche. La marque référence pour toi? Moi j'aime bien Optoma, par exemple. J'aime bien Optoma. Alors, en fait, il y a toujours il y a un trio très actif. Là, moi, je reprends activement les tests de vidéoprojecteurs, donc je vais recevoir du LG également en laser. Il y a Optoma qui reste effectivement une référence, et puis après, tu as Epson. BenQ, dans le home cinéma en DLP, faisait des choses exceptionnelles avec un rapport qualité-prix de fou. Et en fait, BenQ et Acer se partageaient sensiblement les mêmes plateformes, et donc du coup, on arrivait à avoir des produits qui se tenaient. Mais moi, j'ai toujours été un grand fan d'Epson et de BenQ sur leurs produits, parce que c'est deux technologies différentes. Epson, c'est du tri-LCD, BenQ, c'est du DLP. Donc chacun a son petit truc. Les contrastes sont un petit peu plus sympas sur le tri-LCD que sur du DLP. Mais c'est très fort. J'ai eu un produit ViewSonic à 800 € home cinéma qui était calibré du feu de Dieu, qui était un beau produit. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai un Vivitech. C'est une marque qui n'est pas très connue, mais non, mais je sais, ils avaient des produits cool, des Kumi, etc. Ouais. Moi, je sais que le mien n'est pas super bien noté, mais en vrai, pour ce que j'en fais, j'en suis plutôt content. Voilà, il suffit de voir le niveau d'exigence que l'on a. On n'est pas tous des puristes, et voilà. Et puis voilà. Donc très bien. À surveiller tout ça pendant les soldes. Puis n'hésitez pas à aller toquer David. C'est l'homme de la situation. Ouais. Donc, moi aussi, j'ai mon. Attends, j'ai pas encore maîtrisé comme Guillaume le truc de faire ça. Là, parce que lui, il s'est entraîné entraîné pendant plusieurs soirées, mais c'est là sur Twitter, Insta, Facebook, etc. La chaîne YouTube, il répond aux commentaires, vous abonnez en même temps, tu vois. Tout à fait. J'ai même répondu à un Espagnol aujourd'hui, tu vois. Pour tout dire. Voilà, qu'est-ce que quoi. On y est, tu vois. Donc, Très bien. Très bien. La queta, la bava va bien. Je sens que ça vous a manqué, le MWC, que vous avez besoin de partir dans le sud. Moi, je suis plombier portugais. Bon, et ben voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on avait à dire aux gens. D'ailleurs, n'hésitez pas, venez voir la première en général, puisque c'est la chance pour vous de pouvoir nous interpeller en direct sur les sujets qu'on aborde. Donc, n'hésitez pas. Je pense qu'on peut conclure cette émission, les copains, si vous êtes d'accord avec moi. Tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Bon, t'hésitais un peu, David, mais... Non, moi je dis tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. On va aller se coucher, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous pour cette nouvelle émission. On vous attend, bien sûr, si vous n'avez pas pu voir la première, les commentaires seront là aussi et on n'hésitera pas à vous répondre. En tout cas, on vous remercie. On remercie encore Macoq de nous sponsoriser et de nous donner des outils qualitatifs pour pouvoir travailler. Moi, je suis très content de la forme que prend cette émission, même si, bien sûr, on le sait, le meilleur sera à venir. Et nous, en tout cas, on se dit à très bientôt. Merci Jason, merci Guillaume. Et merci David. Merci, ouais. C'est cool. Et puis, à très bientôt pour un prochain espace détente. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à aller voir le contenu de tout le monde. Bye bye, à la prochaine. Ciao. Ciao, à bientôt.